Charles Darwin, L'origine des espèces. Épisode 18. Chapitre 5. Partie 4. Variation corrélative. J'entends par cette expression que les différentes parties de l'organisation sont, dans le cours de leur croissance et de leur développement, si intimement reliées les unes aux autres, que d'autres parties se modifient, quand de légères variations se produisent dans une partie quelconque et s'y accumulent en vertu de l'action de la sélection naturelle. C'est là un sujet fort important, que l'on connaît très imparfaitement. Un des exemples les plus évidents est celui où des modifications accumulées uniquement pour le bien du jeune ou de la larve vont, comme on peut le conclure, que toute malformation affectant l'embryon affecte sérieusement l'organisation entière de l'adulte. Les différentes parties homologues du corps qui, au commencement de la période embryonnaire, ont une structure identique et qui sont par conséquent exposées à des conditions semblables, sont éminemment sujettes à varier de la même manière. C'est ainsi par exemple que le côté droit et le côté gauche du corps varient de la même façon, que les membres antérieurs, que même la mâchoire et les membres varient simultanément. On sait que quelques anatomies admettent l'homologie de la mâchoire inférieure avec les membres. Ces tendances, je n'en doute pas, peuvent être plus ou moins complètement dominées par la sélection naturelle. Ainsi, il en existait autrefois une race de cerfs qui ne portait d'andouillet que d'un seul côté. Or, si cette particularité avait été très avantageuse à cette race, il est probable que la sélection naturelle l'aurait rendue permanente. Les parties homologues, comme l'ont fait remarquer certains auteurs, tendent à se souder, ainsi qu'on le voit souvent dans les monstruosités végétales. Rien n'est plus commun, en effet, chez les plantes normalement conformées, que l'union des parties homologues, la soudure, par exemple, des pétales de la corolle en un seul tube. Les parties dures semblent affecter la forme des parties molles adjacentes. Quelques auteurs pensent que la diversité des formes qu'affecte le bassin chez les oiseaux détermine la diversité remarquable que l'on observe dans la forme de leurs reins. D'autres croient aussi que, chez l'espèce humaine, la forme du bassin de la mère exerce par la pression une influence sur la forme de la tête de l'enfant. Chez les serpents, selon Schlegel, la forme du corps et le mode de déglutition déterminent la position et la forme de plusieurs des viscères les plus importants. La nature de ces rapports reste fréquemment obscure. M. Isidore Geoffrey Saint-Hilaire insiste fortement sur ce point, que certaines déformations coexistent fréquemment, tandis que d'autres ne s'observent que rarement, sans que nous puissions en indiquer la raison. Quoi de plus singulier que le rapport qui existe chez les chats entre les yeux bleus et la surdité, ou chez les mêmes animaux, entre le sexe femelle et le pelage moucheté noir et jaune, chez les pigeons, entre l'emplumage des pattes et les pellicules qui relient les doigts externes, entre l'abondance du duvet, chez les pigeonneaux, qui sortent de l'œuf et la coloration de leur plumage futur, ou enfin le rapport qui existe chez le chien turc nu, entre les poils et les dents, bien que, dans ce cas, l'homologie joue sans doute un rôle. Je crois même que ce dernier cas de corrélation ne peut pas être accidentel. Si nous considérons en effet les deux ordres de mammifères dont l'enveloppe dermique présente le plus d'anomalies, les cétacés, baleines, et les édentés, tatous, familiers, etc., nous voyons qu'ils présentent aussi la dentition la plus anormale. Je ne connais pas d'exemple plus propre à démontrer l'importance des lois de la corrélation et de la variation, indépendamment de l'utilité et par conséquent de toute sélection naturelle, que la différence qui existe entre les fleurs internes et externes de quelques composés et de quelques ombilifères. Chacun a remarqué la différence qui existe entre les fleurettes périphériques et les fleurettes centrales de la marguerite, par exemple. Or, l'atrophie partielle ou complète des organes reproducteurs accompagne souvent cette différence. Mais chez certaines composées, les graines diffèrent sous le rapport de la forme et de la ciselure, comme l'a montré Cassini. On a quelquefois attribué ces différences à la pression des involucres sur les fleurettes, ou à leur pression réciproque, et à la forme des graines contenues dans les fleurettes périphériques. De quelques composés semblent confirmer cette opinion, mais chez les ombellifères, comme me l'apprend le docteur Hooker, ce ne sont certes pas les espèces ayant les capitules les plus denses, dont les fleurs périphériques et centrales offrent plus fréquemment des différences.
On pourrait penser que le développement des pétales périphériques, en enlevant la nourriture aux organes reproducteurs, détermine leur atrophie. Mais, chez quelques composés, les graines des fleurettes internes et externes diffèrent sans qu'il y ait aucune différence dans les corolles. Il se peut que ces différences soient en rapport avec un flux de nourriture différent vers les fleurs centrales et extérieures. Nous savons, tout au moins, que chez les fleurs irrégulières, celles qui sont le plus rapprochées de l'axe se montrent les plus sujettes à la pélorie, c'est-à-dire à devenir symétriques de façon anormale. J'ajouterai comme exemple de ce fait, et comme cas de corrélation remarquable, que chez beaucoup de pélargonium, les deux pétales supérieurs de la fleur centrale de la touffe perdent souvent leur tache de couleur plus foncée. Cette disposition est accompagnée de l'atrophie complète du nectar adhérent, et la fleur centrale devient ainsi pélorique ou régulière. Lorsque des deux pétales supérieurs est seul décoloré, le nectar n'est pas tout à fait atrophié, il est seulement très raccourci. Quant au développement de la corolle, il est très probable, comme le dit Sprengel, que les fleurettes périphériques servent à attirer les insectes, dont le concours est très utile ou même nécessaire à la fécondation de la plante. S'il en est ainsi, la sélection naturelle a pu entrer en jeu. Mais il paraît impossible, en ce qui concerne les graines, que leurs différences de forme, qui ne sont pas toujours en corrélation avec certaines différences de la corolle, puissent leur être avantageuses. Cependant, chez les omblifères, ces différences semblent si importantes, les graines étant quelquefois, selon Tausch, orthospermes dans les fleurs extérieures et quelospermes dans les fleurs centrales, que Candle, l'aîné, a basé sur ces caractères les principales divisions de l'ordre. Ainsi, des modifications de structure ayant une haute importance aux yeux des classificateurs peuvent être dues entièrement aux lois de la variation et de la corrélation, sans avoir, autant du moins que nous pouvons en juger, aucune utilité pour l'espèce. Nous pouvons quelquefois attribuer à tort à la variation corrélative des conformations communes à des groupes entiers d'espèces qui ne sont, en fait, que les résultats de l'hérédité. Un ancêtre éloigné, en effet, a pu acquérir en vertu de la sélection naturelle quelques modifications de conformation, puis, après des milliers de générations, quelques autres modifications indépendantes. Ces deux modifications, transmises ensuite à tout un groupe de descendants ayant des habitudes diverses, pourraient donc être naturellement regardées comme étant en corrélation nécessaire. Quelques autres corrélations semblent évidemment dues au seul mode d'action de la sélection naturelle. Alphonse de Candolle a remarqué en effet qu'on n'observe jamais de graines ailées dans les fruits, qui ne s'ouvrent pas. J'explique ce fait par l'impossibilité où se trouve la sélection naturelle de donner graduellement des ailes aux graines. Si les capsules ne sont pas les premières à s'ouvrir, en effet, c'est dans ce cas seulement que les graines conformées de façon à être plus facilement emportées par le vent l'emporteraient sur celles moins bien adaptées pour une grande dispersion, et ce processus ne pourrait se produire chez des fruits qui ne s'ouvriraient pas. Godefroy Saint-Hilaire, Godfrey Saint-Hilaire l'aîné et Goethe ont formulé, à peu près à la même époque, la loi de compensation de croissance. Pour me servir des expressions de Goethe, afin de pouvoir dépenser d'un côté, la nature est obligée d'économiser de l'autre. Cette règle s'applique, je crois, dans une certaine mesure, à nos animaux domestiques. Si la nutrition se porte en excès vers une partie ou vers un organe, il est rare qu'elle se porte en même temps, en excès tout au moins, vers un autre organe. Ainsi, il est difficile de faire produire beaucoup de lait à une vache et de l'engraisser en même temps. Les mêmes variétés de choux ne produisent pas en abondance un feuillage nutritif et des graines oléagineuses. Quand les graines que contiennent nos fruits tendent à s'atrophier, le fruit lui-même gagne beaucoup en grosseur et en qualité. Chez nos volailles, la présence d'une touffe de plumes sur la tête correspond à un amoindrissement de la crête, et le développement de la barbe à une diminution des caroncules. Il est difficile de soutenir que cette loi s'applique universellement chez les espèces à l'état de nature. Elle est admise cependant par beaucoup de bons observateurs, surtout par les botanistes. Toutefois, je ne donnerai ici aucun exemple, car je ne vois guère comment on pourrait distinguer, d'un côté, entre les effets d'une partie qui se développerait largement sous l'influence de la sélection naturelle et d'une autre partie adjacente qui diminuerait, en vertu de la même cause ou par suite de non-usage, et, d'un autre côté, entre les effets produits par le défaut de nutrition d'une partie grâce à l'excès de croissance d'une autre partie adjacente.
Je suis aussi disposée à croire que quelques-uns des cas de compensation qui ont été cités, ainsi que quelques autres faits, peuvent se confondre dans un principe plus général, à savoir que la sélection naturelle s'efforce constamment d'économiser toutes les parties de l'organisme. Si une conformation utile devient moins utile dans de nouvelles conditions d'existence, la diminution de cette conformation s'ensuivra certainement, car il est avantageux pour l'individu de ne pas gaspiller la nourriture au profit d'une conformation inutile. C'est ainsi seulement que je puis expliquer un fait qui m'a beaucoup frappé chez les cirripèdes, et dont on pourrait citer bien des exemples analogues. Quand un cirripède parasite vit à l'intérieur d'un autre cirripède, et par ce fait abrité et protégé, il perd plus ou moins complètement sa carapace. C'est le cas chez l'Iebla mâle, et d'une manière encore plus remarquable chez le Proteolepas. Chez tous les autres cirripèdes, la carapace est formée par un développement prodigieux des 3 segments antérieurs de la tête, pourvus de muscles et de nerfs volumineux, tandis que chez les Proteolepas, parasites et abrités, toute la partie antérieure de la tête est réduite à un simple rudiment placé à la base d'antennes préhensibles. Or, l'économie d'une conformation complexe et développée, devenue superflue, constitue un grand avantage pour chaque individu de l'espèce, car dans la lutte pour l'existence à laquelle tout animal est exposé, chaque protéolepas a une meilleure chance de vivre puisqu'il gaspille moins d'aliments pour développer une structure devenue inutile. C'est ainsi, je crois, que la sélection naturelle tend, à la longue, à diminuer toutes les parties de l'organisation dès qu'elles deviennent superflues en raison d'un changement d'habitude. Mais elle ne tend en aucune façon à développer proportionnellement les autres parties. Inversement, la sélection naturelle peut parfaitement réussir à développer considérablement un organe sans entraîner, comme compensation indispensable, la réduction de quelques parties adjacentes. Il semble de règle chez les variétés et chez les espèces, comme l'a fait remarquer Isidore Godfrey Saint-Hilaire, que toutes les fois qu'une partie ou qu'un organe se trouve souvent répété dans la conformation d'un individu, par exemple les vertèbres chez les serpents et les étamines chez les fleurs polyandriques, le nombre est variable, tandis qu'il est constant lorsque le nombre de ces mêmes parties est plus restreint. Le même auteur, ainsi que quelques botanistes, ont en outre reconnu que les parties multiples sont extrêmement sujettes à varier. En tant que, pour me servir de l'expression du professeur Owen, cette répétition végétative est un signe d'organisation inférieure. La remarque qui précède concorde avec l'opinion générale des naturalistes, à savoir que les êtres placés au degré inférieur de l'échelle de l'organisation sont plus variables que ceux qui en occupent le sommet. Je pense que, par infériorité dans l'échelle, on doit entendre ici que les différentes parties de l'organisation n'ont qu'un faible degré de spécialisation pour des fonctions particulières. Or, aussi longtemps que la même partie a des fonctions diverses à accomplir, on s'explique peut-être pourquoi elle doit rester variable, c'est-à-dire pourquoi la sélection naturelle n'a pas conservé ou rejeté toutes les légères déviations de conformation, avec autant de rigueur que lorsqu'une partie ne sert plus qu'à un usage spécial. On pourrait comparer ces organes à un couteau destiné à toutes sortes d'usages, et qui peut, en conséquence, avoir une forme quelconque, tandis qu'un outil destiné à un usage déterminé doit prendre une forme particulière. La sélection naturelle, il ne faut jamais l'oublier, ne peut agir qu'en se servant de l'individu, et pour son avantage. On admet généralement que les parties rudimentaires sont sujettes à une grande variabilité. Nous aurons à revenir sur ce point. Je me contenterai d'ajouter ici que leur variabilité semble résulter de leur inutilité et de ce que la sélection naturelle ne peut, en conséquence, empêcher des déviations de structure de se produire. C'est ainsi que les parties rudimentaires échappent aux lois de la croissance, aux effets d'un non-usage prolongé et à la tendance à la réversion.